Les couleurs de la mémoire, chronique des vies parallèles que l'on croise et que l'on retient. Pour ce deuxième épisode des couleurs de la mémoire, j'ai choisi de rester fidèle au déroulement chronologique de l'entretien, et donc nous allons aborder le deuxième thème, le TA. Le TA, ou Euskadi Askatasuna, qui signifie Pays Basque et Liberté, est une organisation indépendantiste basque fondée en 1959 en Espagne. À l'origine mouvement culturel et politique, aux inspirations marxistes-léninistes, elle devient une organisation armée luttant pour l'indépendance du Pays Basque. L'ETA a mené des actions violentes, notamment des attentats, assassinats, visant l'État espagnol, qu'elle considérait comme oppresseur. La lutte entre ces deux entités est un phénomène qui a duré jusque récemment. On a pu souvent assister à un combat de mémoire, d'images pour obtenir l'assentiment de la population. Classée comme organisation terroriste par l'Union européenne et les États-Unis, elle a annoncé un cessez-le-feu définitif en 2011 et sa dissolution en 2018. Il s'agit d'une histoire très récente, dont les contours sont encore mal connus. Ici c'est un témoignage, donc la connaissance personnelle découlant d'une expérience du mouvement. Peut-être giste ici des imprécisions. Je tiens simplement à mettre en garde et à rappeler qu'il s'agit d'un témoignage, forme qui a tout son intérêt, mais également ses limites. Bonne écoute. Les couleurs de la mémoire, épisode 2, le TA. Le TA a été un hasard. C'était au moment, j'étais en seconde, et c'était au moment où j'avais commencé à prendre mes distances avec le Parti communiste. Je n'étais pas encore entrée à la LCR. J'étais en période d'interrogation par rapport au Parti communiste. Et je me posais la question de savoir si je n'allais pas entrer à la LCR, à la Ligue communiste révolutionnaire, qui était à l'époque dirigée par Krivine. Alain Krivine est un militant politique d'extrême gauche mort en 2022, membre de la Ligue communiste révolutionnaire et cofondateur du NPA. Parce que je trouvais le Parti communiste à ce moment-là, eu égard au fait qu'il y avait une petite altercation par rapport au texte qui nous était donné par le comité central, là, et qui me dérangeait un peu, cette censure qu'il pouvait y avoir. Et en plus, j'ai trouvé un peu trop mou le Parti communiste, parce qu'il y avait en moi une violence terriblement importante, et je voulais mettre cette violence au service de la cause. Et c'était pas au Parti communiste français. Donc c'est pour ça que j'avais déjà envisagé un peu la LCR, parce que c'était des gens qui étaient quand même plus musclés. Okay. Je savais qu'avec la LCR, c'était bien, parce que quand il y avait des manifs, la LCR frappait. On essayait de frapper les flics, on frappait aussi les fachos, voilà. Donc ça me plaisait plus, parce que ça permettait de conjuguer ma volonté politique, de changer le monde, et ma violence. Où il était nécessaire de trouver un exutoire à cette violence, et un exutoire utile. Je me disais, c'est bête que cette violence ne serve à rien. Et il s'avère qu'au moment de Pâques, mes parents partaient en vacances à Royan, et moi, il m'avait dit, à Royan, il y avait ma tante, et elle était amie avec des personnes de Royan, qui eux-mêmes, dans leur famille, une partie était espagnole. Et on m'a dit, si tu veux, tu es invité, pendant les 15 jours des vacances de Pâques, tu es invité à Eibar, qui est un bled du Pays Basque espagnol, dans la famille apparentée. Voilà. Et lorsque je suis arrivée à Eibar, il s'avère que c'était dans l'immeuble, et même dans la famille où j'étais, où il y avait des filles, 2 jumelles de mon âge, en fait, cet immeuble était un îlot de l'ETA. Les enfants et des personnes de 20 à 30 ans étaient tous de l'ETA. C'était sous Franco. Et il y avait d'ailleurs à ce moment-là, il y avait même des couvre-feux dans le Pays Basque. À partir d'une certaine heure, tu n'avais pas le droit d'être à plus de 4 dans la rue. Et en discutant petit à petit avec des amis de ces 2 jumelles, j'ai pu dire que moi j'avais
Pour moi, être communiste, c'était pas un problème. En France, tu pouvais dire, tu pouvais même le crier sur une place, je suis communiste. En Espagne, sous Franco, c'était pas du tout le cas. Tu n'avais absolument pas la possibilité de dire je suis communiste. Et qu'on puisse penser que tu étais communiste. C'était totalement impossible. Et en discutant, ils ont compris que j'étais de leur bord. Et ils m'ont avoué, puisque c'est de l'ordre de l'aveu, qu'ils étaient tous de l'ETA, de la fraction de l'ETA qui était la fraction vraiment marxiste, communiste. Et c'est comme ça que j'y suis rentrée. Parmi eux, qui n'étaient pas dans l'immeuble, ils m'ont fait rencontrer un autre gars qui avait une imprimerie clandestine, où ils écrivaient leur petit journal, qui était 3 ou 4 pages dactylographiées. Et c'est comme ça que je suis rentrée à l'ETA. Ce qui m'a fait vraiment vouloir les aider, parce que j'avais pas vraiment... Je savais que Franco, c'était pas un gentil, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Bon, déjà, quand ils m'ont dit qu'il y avait un des cousins qui était enfermé dans une prison franquiste, et qui était torturé quand même. Et lorsque, à un moment, tous les garçons de l'immeuble ont voulu, ce qui était totalement interdit, ont voulu commémorer Guernica. Donc, automatiquement, c'est quand tu mets des jeunes de 15 ans à 30 ans qui sont tous de l'ETA, sans les parents, automatiquement, ça produit des mauvaises idées. Et donc, la mauvaise idée qu'ils ont eue, c'était d'aller commémorer Guernica. Et ils se sont dit, bon, on n'y va pas en voiture, parce qu'on risquerait d'être arrêté. On va y aller par le train, et qui allait d'Eibar à Guernica. Et en se disant, en se mélangeant, tu vois, à toutes les bonnes femmes. Mais Franco a fait arrêter le train à 20 km de Guernica. Il a fait descendre tout le monde. Et tous les jeunes hommes, ils les ont arrêtés. Et ils les ont incarcérés et torturés. Ils avaient dû savoir qu'il allait y avoir, parce que c'était le seul train qui était du Pays Basque à Pays Basque. Ils se sont dit, là, c'est certain. En plus, Eibar était connu pour être un fief de l'ETA. Voilà. Et ils les ont arrêtés. À l'époque, nous n'avions bien sûr pas de téléphone portable. Et nous, les filles, on attendait. Parce qu'ils devaient seulement y passer la journée à Guernica et revenir par le train du soir. Et le soir, ils sont pas revenus. Et on n'avait aucune nouvelle. Le lendemain, personne. Et le lendemain soir, à l'époque, j'étais très pleine de vie, on va dire. Et j'étais très remuante. Et je m'en souviendrai toujours parce que ça a démarré par un fou rire monstrueux. Il était tard, comme je n'arrivais pas à dormir, je ne cessais d'emmerder les 2 jumelles. C'est parce que les 2 jumelles n'étaient pas dans la même chambre. Moi, j'étais dans la chambre d'une des jumelles et l'autre, qu'on appelait l'aînée, parce qu'elle était beaucoup plus pondérée que l'autre. Et elle avait un électrophone, à l'époque c'était des électrophones, petit électrophone, dans sa chambre. Et moi, dès que je sentais qu'elle s'endormait, j'étais en train de lire dans la chambre avec l'autre. Et dès que je sentais qu'elle s'endormait, j'allais à pas de loup dans sa chambre et je mettais à tue-tête un disque, je crois que c'était une valse de je sais plus qui. Et donc ça la réveillait, elle m'engueulait. Et je revenais dans la chambre, et puis dès que j'attendais un quart d'heure, 20 minutes, en me disant ça y est, elle est endormie, je revenais dans sa chambre et je refoutais le truc à fond. Au bout d'un moment, bon, j'arrivais toujours pas à dormir, et j'entends à la porte de l'appartement, j'entends des coups redoublés sur la porte. Donc je me lève, je vais vers la porte d'entrée, et là j'entends en espagnol ouvrez, c'est la Guardia Civile. Et vraiment, ils étaient prêts à défoncer la porte. Donc je leur ai ouvert. Et là, c'était la Guardia Civile. Et il s'avère que déjà, j'avais les gars de l'ETA m'avaient donné plein de tracts pour que je les donne au Pays Basque français, à l'ETA du côté français. Puisque cette région-là a été aussi française, là, Pau et aux alentours, a été un grand fief de l'ETA. Et donc j'avais foutu, parce que j'avais 15 ans, donc on est très con à 15 ans, bêtement, j'avais foutu tous mes trucs sous mon matelas. Et donc, oui, ils avaient dit perquisitionne. Et la mère de ces jumelles m'avait donné sa chemise de nuit de noces,
puisque à l'époque, je plaisais beaucoup aux gens, je ne sais pourquoi. Et elle m'avait fait cadeau de sa chemise de nuit de noces, qui était une chemise de nuit, parce que j'adorais ça. Le fait est que ma mère m'en achetait chez les antiquaires, de dentelle brodée, et un truc qui allait jusqu'au pied, mais chemise de nuit de noces. En plus, à l'époque, j'étais plutôt blonde, aux yeux bleus. J'avais les cheveux longs, je me mettais les tresses à l'allemande, tu sais. Donc, je faisais vraiment BCBG, quoi, là. Et ils me disent, perquisitionne, perquisitionne. Bon. Je perds tout mon espagnol. Je n'arrivais qu'à leur dire, soy francesa, soy francesa, soy francesa. Ils entrent. Et là, je vais vite réveiller la jumelle, l'aînée. Et je lui dis, il y a la Guardia Civile, c'est une perquisition. Et elle me dit, cállate, cállate. Il s'appelle cállate, cállate, tais-toi, quoi, tais-toi. Et là, je lui dis, mais c'est vrai, mais je riais tellement, parce que, un rire nerveux, quoi. Je riais tellement qu'elle ne m'a pas cru. Et je lui dis, mais oui, je te jure. Donc, branle-bas de combat. Elle savait qu'il y avait un discours de la Pasionaria qu'elles avaient en cassette, qui était totalement interdit. Qu'elles avaient planqué, parce qu'elles habitaient au dernier étage, on était sous les combles, elles avaient planqué ça. Quand la famille avait planqué ça, ils l'ont trouvé. Et moi, là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai tous ces tracts, tous ces petits trucs sous mon matelas. Donc, et moi, je suis allée m'asseoir sur mon lit, je crois avec les mains jointes, comme si je priais, pour faire vraiment la catho, bien sous tout rapport. Et le fait est qu'ils ne m'ont pas demandé de me lever. Et ils ont fouillé partout, parce qu'ils ont trouvé la cassette de la Pasionaria, et ils n'ont pas cherché sous mon matelas, où j'étais assise sous sagement avec ma chemise de nuit de noces, là, des années 30. Et ils sont repartis. Et puis, ils ont fouillé, ils ont perquisitionné tous les appartements. Manque de bol. Dans un appartement qui était juste en face de l'appartement où nous habitions, c'était un jeune homme et sa sœur, qui eux n'avaient pas leurs parents là, parce qu'ils étaient, je ne sais pas s'ils étaient orphelins ou quoi, mais en fait, ils avaient plus de 20 ans. Et lui, il avait là un paquet comme ça, de ces fameux petits tracts, puisqu'il était en correspondance avec l'imprimeur qui imprimait les trucs pour le théâtre. Et en fait, ils nous ont toujours rien dit sur tous nos amis qui étaient partis pour Guernica. Ils ont donc perquisitionné, donc ils ont eu la preuve que c'était des activistes. Et là, en fait, ils les ont torturés. Pour avoir d'autres noms. Parce qu'ils se sont aperçus que c'était des petits. Ils n'ont pas eu le nom de l'imprimeur, mais ils les ont torturés. Et toujours pas de nouvelles. Et à ce moment-là, il y avait quand même des téléphones maison. Je m'en souviens que les parents des jumelles avaient téléphoné depuis la France pour nous demander si ça allait bien. On avait dit oui, tout va bien. Alors que ça n'allait pas bien du tout. Encore 2 jours plus tard, sont revenus les mecs qui avaient été rasés, roués de coups de poing. Certaines, mais là je ne les connaissais pas, ils nous ont montré, roués de coups de poing. Et en fait, ils avaient passé 3 jours, on les avait mis nus. Au Pays Basque, au mois d'avril, il fait froid, dans une pièce sans manger, sans boire bien sûr, et dans une pièce, et il les faisait agenouiller il y avait une petite barre en métal, et ils devaient rester agenouillés avec la barre en métal là, qui était pile poil sur le genou, et pendant ce temps-là, il les frappait. Et certaines filles, il leur avait même écrasé des cigarettes sur le torse. Mais là, ça, les filles, je ne sais pas. Et donc là, ça n'a fait que me renforcer. Là, je me suis vraiment aperçue de l'horreur du régime franquiste. Et je me suis dit, oui, vraiment, les trucs, je vais les faire passer en France. Et pour les faire passer, là, c'était simple. J'avais mon look de petite fille bourgeoise, bien sous tout rapport, avec, comme dit Rimbaud dans un de ses poèmes, ce bleu regard qui ment. Et on devait prendre le bus à Saint-Jean-d'Uz, mais du côté espagnol. Le bus, c'était les bus qui étaient là vers 11h midi, parce que les Françaises allaient et revenaient, allaient au marché de Saint-Jean-d'Uz du côté espagnol pour faire leur marché et ramenaient. Donc moi, je me suis mise à côté d'une bonne femme avec tous les trucs sur moi. Je me rappelle, j'avais un felcoat, j'en avais dans mes poches, j'en avais dans le dos, j'en avais dans mon sac à dos.
Et bien sûr, avant la frontière, ils sont rentrés dans le bus. Et moi, ils ne m'ont pas fouillé. Et ils n'ont pas fouillé quasiment les bonnes femmes. Ils ont vu que c'était un bus avec les bonnes femmes du marché. Ils n'ont pas fouillé. Ils n'ont pas fouillé, ils sont rentrés, ils ont regardé, ils m'ont regardé dans les yeux. Voilà, et j'ai continué à aider le TA pendant 1 an. Après, c'était le moment où c'était la fin de Franco, parce que Franco allait mourir en 75. Et là, les dernières années de Franco ont été terriblement difficiles, très difficiles pour le TA. Alors, je n'étais pas, et là, les gens que je connaissais à l'ETA n'étaient pas des, aussi paradoxal que ça puisse paraître, n'étaient pas des régionalistes. Alors que l'ETA, ça veut dire Pays Basque et Liberté, en basque. Mais attendez, moi j'ai d'abord une question. Donc votre rôle, à vous, c'était juste de faire le lien entre l'imprimeur en Espagne et les militants en France. En France, voilà. Donc finalement, vous aviez le lien avec 2 franges de l'ETA. Donc la première en France et une autre en Espagne. Vous saviez comment est-ce qu'ils s'entendaient? Est-ce qu'il y avait des conflits entre eux? Ah non, non, pas du tout. Non, il y avait une Ah frange oui, coopération. ah oui, oui, oui. La France avait signé des accords avec Franco. Nous risquions, mais il était beaucoup plus agréable quand même d'être pris par la police française que par la police espagnole. Nous risquions la même chose. En France, c'était aussi... déjà, le TA était considéré comme un mouvement terroriste. Donc, que l'on soit en France ou en Espagne, nous risquions la même chose, c'est-à-dire l'emprisonnement. Mais en Espagne, c'était beaucoup plus dur, parce que c'était le régime franquiste. Donc c'était en plus torture, alors qu'en France, non. En France, vous étiez seulement emprisonné. On essayait bien sûr de vous extorquer des renseignements, mais bon, c'était pas sous la torture, quoi. Il y avait quand même un droit. Ok. Donc du coup, en fait, là de ce que vous racontez, il y avait quand même aussi des femmes dans le terme. Vous savez s'il y en avait beaucoup, si c'était une proportion égale ou pas du tout? Il y en avait, oui, ça devait... Il y en avait, oui, il y en avait. Ça se passait comment? Ça se passait bien. Ça se passait bien? Oui. Alors pour nous rencontrer, comme il y avait ce fameux couvre-feu, et qu'il ne fallait absolument pas se rencontrer à domicile, c'était totalement interdit, parce que là c'était trop dangereux. Pour nous rencontrer, le soir, après le couvre-feu, et donc après, parce que c'était tous des travailleurs, hein, des ouvriers excessivement cultivés. J'étais allée dans l'appartement, pas le lieu de l'imprimerie, hein, mais dans l'appartement de l'imprimeur. Il avait une bibliothèque très monomaniaque quand même, hein, parce que tu n'avais que des écrits politiques. Mais c'était des gens cultivés politiquement, très cultivés politiquement. Et donc, pour se transmettre les informations, le système, c'était, comme dans le Pays Basque, là, il y avait cette habitude populaire, le soir, après le travail, et après le couvre-feu, qui était très tôt, qui était vers 20h, je pense, les Basques faisaient la tournée des bistrots, et buvaient un coup dans chaque bistrot, et puis allaient... Et nous, on faisait ça, donc on allait à 2, en général un garçon et une fille, pour faire couple. Et on se retrouvait dans chaque bar avec d'autres, et l'air de rien, on se passait des informations. Et puis on allait dans un autre bar, on savait où il fallait aller pour passer d'autres informations. Les informations se passaient par ce biais-là, puisque nous n'avions pas du tout le droit de nous retrouver dans un domicile, ni le droit, quoi, c'est le danger, c'était très dangereux, ni de se téléphoner. Et c'était la façon qu'avait de communiquer le TA entre eux. Et vous avez fait combien d'allers-retours? 2. 2? Okay. Et quand vous étiez en France, vous faisiez quoi pour le TA? Rien Rien. Et vous connaissiez quand même les militants? Oui, mais peu, parce que c'est quand tu es dans un groupe de résistance terroriste, pour vivre, pour survivre, pour que le mouvement survive, il faut que tu saches le moins de choses possible. Le moins de choses possible. Donc, quasi pas de nom de famille, pas de lieu d'habitation connu, et le moins de personnes possible. Tu es en contact avec très peu de personnes. Parce que comme ça, tu ne peux pas donner le réseau. Tu ne peux pas donner. Même si on te torture, tu ne peux rien donner parce que tu ne sais pas, tu ne sais rien. Ok. Et pourquoi vous y êtes resté qu'1 an?
Parce que après Franco est mort, et puis je n'avais plus la possibilité d'aller en Espagne. Et en plus, voilà, ils ont tous été emprisonnés, quoi. Et puis là, le TA s'est mis quand même à faire trop d'actes de terrorisme, avec lesquels j'étais d'accord au départ, puisqu'au départ c'était ciblé. De toute façon, ça a toujours été ciblé. Mais il s'avère que petit à petit, il y avait des dommages collatéraux. Voilà, il y avait des dommages collatéraux. Et ça me dérangeait quand même. Et puis j'ai senti vraiment là le danger, j'avais aucune envie de me retrouver, même si j'étais bien mineure de chez mineur, j'avais aucune envie d'être prise par la flic français, quoi, non, voilà, parce que par rapport à mes parents, ça aurait été terrible, ça aurait été terrible. Et donc finalement, votre combat avec le test c'était plus un combat contre Franco que pour l'indépendance? Ah, c'était pas du tout pour l'indépendance, moi. Moi, j'étais de... Mais vous faisiez quand même partie de l'ETA? Oui, on peut dire que j'ai fait partie de l'ETA, mais c'était la frange des gens de l'ETA que je connaissais, parce que c'était pluriel, l'ETA, hein, c'était pluriel. C'était la frange marxiste. Marxiste-léniniste, nous étions des communistes qui, comme l'ETA était le seul mouvement qui avait pu perdurer sous Franco, pour les communistes espagnols, ça demeurait une niche, avec aussi, il y avait à peu près la même chose en Catalogne, hein. Ouais. Mais ça demeurait une niche où les marxistes pouvaient œuvrer. C'est pour ça. Mais le régionalisme basque, là, non, absolument pas. Je ne suis pas régionaliste, je suis internationaliste, donc là, non. Et d'ailleurs, le gars qui avait l'imprimerie et qui faisait les textes, je vous en montrerai, parce qu'il m'en reste, il n'y a rien sur l'indépendance du Pays basque. C'est l'équivalent de ce que pouvait être Rouge, vous voyez, en France. Et d'ailleurs, au début, il y avait toujours l'international en espagnol. Et ça s'appelait Voz Obrera, Voix ouvrière. Vous voyez, la sous-partie de l'ETA dans laquelle j'étais, c'était Voix ouvrière. Et ça créait pas des conflits entre les régionalistes et les communistes? Non. Des divergences d'objectifs? Mais non, parce que, en fait, ceux qui vraiment faisaient les attentats très vite, c'est vers ces années-là que là, l'ETA a pris une tournure dérangeante. Parce que ça a été infiltré par des malfrats, on peut dire. Des gens qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas communistes, qui n'étaient pas marxistes, et qui étaient seulement des régionalistes violents, et qui voulaient le pouvoir au Pays basque. Comment vous en êtes rendu compte qu'ils étaient infiltrés? Mais parce par les actes qu'ils faisaient. Par les actes qu'ils faisaient. Vous n'en aviez pas de connaissance, vous connaissez? Non, aucun. La seule connaissance que vous aviez, c'était les actes et leur signification politique? Oui. Okay. Et je n'ai jamais, ou de toute façon il ne me l'aurait pas dit, je crois n'avoir jamais été en contact avec des personnes qui ont perpétré des attentats. Parce que le TA fait quand même 800 morts. Vous aussi, vous étiez dans une branche qui était plutôt pacifiste? Non, pas pacifiste. Mais qui ne faisait, ceux avec qui j'étais, ne tuaient que des représentants de l'ordre franquiste. Mais là aussi, quoique je sois gênée un peu de dire ça, puisqu'il y a eu quand même un attentat qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il y a eu des civils qui ont été tués. En fait, c'était sur de bâtiments de la Guardia Civile, avec des mecs qui étaient justement de l'ETA, qui étaient emprisonnés dedans. Ils avaient prévenu qu'il y avait une bombe qui allait... et le pouvoir franquiste n'a pas voulu faire évacuer. Sciemment. Pour des questions de médias, pour des questions de représentation. Sciemment. Donc en fait, ces gens qui ont été tués dans cet attentat-là, les civils, on peut dire qu'ils ont été tués par Franco, par le régime franquiste. Sacrifiés plutôt. Sacrifiés par le régime franquiste. Ouais. Ça, il faut quand même le dire. Et sinon, c'était vraiment, il y avait aussi une réelle guerre de représentation dans le... Oui. Et ça a été l'attentat qui a vraiment désolidarisé la population de l'ETA. Et après, et là j'en suis partie définitivement, vraiment définitivement à la mort de Franco.
Et c'est à ce moment-là que l'ETA a été vraiment phagocyté par des dingues, quoi, des mecs hyper violents qui étaient séparatistes et en fait qui étaient en quête de pouvoir, mais de pouvoir personnel. Et c'est là où les attentats ont pris une ampleur monstrueuse. Parce que si je vous comprends bien, la frange marxiste qui se battait contre Franco a perdu sa raison d'exister au moment de la mort de Franco, et donc les vrais journalistes ont repris le dessus sur le mouvement. Oui, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Autant que je puisse en juger, moi. C'est peut-être pas ce qui est écrit dans les livres, les livres d'histoire ou les articles, mais c'est vraiment ce que j'ai pu, découvrir en étant à l'intérieur de ce mouvement.